Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous cet après-midi encore pour la présentation d'un nouveau cours intitulé Gestion du curriculum. Donc, je vous dis bienvenue et bonne participation à ce nouveau cours. Donc, comme vous savez, je suis professeur Sylvestre Sylvain. C'est toujours pour moi un plaisir de vous avoir comme étudiant. Donc, nous allons passer une semaine ensemble, une semaine de réflexion, une semaine de partage dans le cadre de ce cours. Donc, c'est avec plaisir de vous présenter les syllabus du cours. Donc, nous regardons ensemble les syllabus. C'est Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle, l'ANAFOS. Et le programme, c'est DU en sciences de l'éducation. Syllabus intitulé du cours, c'est gestion du curriculum. Et j'y mets mon nom, mes coordonnées, et voilà. Et nous sommes en août 2026. J'ai fait une description du cours, une description simple. Je dis tout système éducatif représente une structure organisée autour d'une politique éducative nationale en vertu des finalités, des buts et des objectifs à atteindre. Alors, si nous essayons de regarder cette phrase qui a beaucoup de sens et qui a beaucoup de signification aussi, tout système éducatif représente une structure organisée autour d'une politique éducative nationale. Et quand on dit autour d'une politique éducative nationale, c'est-à-dire la question des politiques éducatives, c'est l'affaire des autorités. Il y a aussi la question de finalité. Finalité, encore, c'est l'affaire des autorités. Et quand on parle de finalité, on parle des buts, on parle d'objectifs à atteindre, de compétences à maîtriser. Là encore, c'est l'affaire des curricula, l'affaire du curriculum. Alors, dans ce contexte, chaque entité ne peut se complaire d'aller dans une direction opposée, c'est-à-dire on ne doit pas se diriger de manière opposée. Eh bien, tout le monde, toutes les personnes qui travaillent au sein du système doivent avoir une orientation, doivent avoir un document de référence. Et le document de référence vient du ministère, et c'est ce qu'on appelle le curriculum. Donc, le ministère propose un curriculum pour chaque niveau. Il y a curriculum du préscolaire, curriculum du fondamental premier et deuxième cycle, il y a curriculum du secondaire, ou bien troisième cycle, il y a troisième cycle, et il y a curriculum du secondaire. Donc, dans le cadre de ce cours, nous allons passer en revue les différents curriculums. Non seulement nous allons ensemble essayer d'interpréter les curriculums, pour voir comment on peut lire un curriculum. Et après, nous aurons à engager des discussions pour savoir comment mobiliser ce document de chevet dans le cadre de votre fonction comme étant enseignant ou comme étant directeur d'école. Par conséquent, le curriculum s'impose comme une composante des référentiels qui permettent de définir des programmes d'études en vue de l'opérationnalisation des grands objectifs du système éducatif. C'est-à-dire, et nous allons voir ça dans les exposés. Donc, si vous dirigez une institution scolaire, vous n'aurez pas à faire ce que vous voulez au sein de l'institution. Vous devez suivre les orientations du MENFP. Parce que même si l'école s'appelle l'école et collège Sylvain Sylvestre, par exemple, mais pas parce que l'école porte mon nom, c'est mon école, qui veut dire que je peux faire ce que je veux au sein de l'école. Je dois faire ce que l'État me demande de faire, parce que c'est l'État qui évalue, c'est l'État qui donne des diplômes, et que, quelle que soit l'école doit chercher à se conformer au programme du ministère. Voilà. Maintenant, quels sont les objectifs du cours? Donc, ce cours s'adresse particulièrement aux étudiants et étudiants en sciences de l'éducation, a pour objectif général de
favoriser l'acquisition des compétences nécessaires à comprendre le curriculum et à en faire un usage optimal. Mon intention, l'intention même du cours, c'est de vous permettre de comprendre ce que c'est un curriculum, comment utiliser un curriculum dans la réalité scolaire, ou du moins en salle de classe. Et quels sont les objectifs spécifiques qui en découlent? Les objectifs spécifiques qui en découlent sont d'abord définir les concepts associés au curriculum comme système éducatif, curriculum, référentiel de compétences, programme scolaire, ressources et matériels didactiques, manuels scolaires, etc. Mais pour définir un thème, un concept, ça c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, donc la nouvelle technologie nous donne la possibilité d'avoir une panoplie de réflexions en lien avec une thématique. C'est-à-dire, je ne vais pas passer tout mon temps à définir des thèmes comme ça. Donc, je vous propose des thèmes et que vous-même, vous allez pouvoir chercher votre définition ou vos définitions. Donc, je peux engager des réflexions sur une thématique quelconque, mais je ne peux pas m'accentuer sur la définition d'un thème. Voilà. Deuxième objectif spécifique, c'est préciser l'importance du curriculum. Troisième, identifier les typologies des curriculums. Interpréter un programme par objectif. Interpréter un programme par compétence. Donc voilà l'ensemble des objectifs que ce cours poursuit. Maintenant, quels sont les éléments de contenu? C'est d'abord définition du système éducatif, référentiel de compétences, curriculum, programme d'études, programme par objectif, programme par compétences, ressources et matériel didactique, manuel scolaire, type de curriculum, rôle du curriculum, relation entre programme, curriculum et manuel scolaire. Okay? Lecture et interprétation de programmes par objectif. Lecture et interprétation des programmes par les compétences. Lecture et interprétation du curriculum préscolaire. Donc ici, ce sont les éléments de contenu que nous souhaitons passer en revue dans le cadre de ce cours. Mais il y a un document phare que nous aurons à vous présenter. Ici, le premier module que nous allons voir dans le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est le COC. Le COC, c'est cadre d'orientation curriculaire. Et c'est ce document que nous allons mobiliser dans le cadre de notre présentation d'aujourd'hui. Et nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons passer en revue certaines pages de ces documents. Et peut-être nous terminons avec ce document demain. Et d'ici demain, dans la deuxième partie de la séance, je souhaite commencer par interpréter les documents, les différents cours là. Alors, durée du cours. La charge du cours est de 15 heures. Okay? La charge du cours est de 15 heures. L'intervention du professeur sur le terrain de l'action pédagogique s'étend sur 10 heures. Et 5 heures seront consacrées à la recherche et à la réalisation des travaux en groupe. Parce que la charge du cours c'est 15 heures, comme je viens de vous dire, mais j'aurai à passer 10 heures de temps avec vous pour faire mes exposés. Et vous-même, vous avez 5 heures pour travailler en autonomie, pour effectuer des recherches en lien avec le cours et pour pouvoir réaliser un travail final que je vous propose dans le cadre de ce cours. En termes de méthodologie que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours, c'est d'abord, en termes de méthodologie, c'est interrogation et participation active des étudiants dans le cours. Donc nous allons discuter ensemble, comme d'habitude, okay? Nous allons engager des discussions, réflexion individuelle et en groupe, et puis exposé participatif, c'est-à-dire échange et interaction. Et pour l'évaluation du cours, je vous propose de les voir en groupe. Et comment se présente le devoir?
Écoutez bien le devoir, j'ai fait la lecture pour vous. Devoir en groupe. À partir d'un thème quelconque, montrez en quoi les programmes du niveau secondaire sont-ils conçus pour favoriser le développement des compétences intellectuelles, sociales et pratiques des apprenants. Premier élément. Deuxième élément. En quoi ces programmes sont-ils différents des programmes par objectif? Troisième élément du travail. Préciser les méthodes d'enseignement et les théories de l'éducation qui peuvent être associées à chacun des programmes. Et quatrième élément du devoir, faites ressortir les difficultés d'application de cette approche orientée vers le développement des compétences et en faire des propositions. Voilà le travail que vous allez réaliser dans le cadre de l'évaluation de ce cours et un travail en groupe comme d'habitude. Date de remise du devoir, dimanche 16 août 2026 au secrétariat au numéro 56 04 53 90. Et je vous propose une bibliographie sélective si vous souhaitez approfondir votre connaissance en lien avec le cours intitulé Gestion du curriculum. Voilà pour la présentation du curriculum. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions en lien avec le curriculum et le micro est à vous. Bien avant de passer à un autre module. Donc, je vous passe le micro si vous avez des questions en rapport avec le curriculum. Vous levez la main et je vous donne la parole. Voilà. S'il y a des mains levées, Wilgens, vous avez la parole, Wilgens. Bonsoir, professeur. C'est le COC. Le COC, c'est cadre d'orientation curriculaire. Pourquoi ce document avant tout? C'est un nouveau document proposé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est un document qui est daté de 2026. Mais c'est un document qui présente une vision d'Haïti pour 2024 à 2054. Donc, si vous suivez un cours de curriculum, c'est une obligation pour moi de vous présenter ce cadre d'orientation curriculaire. Parce que dans le document, le ministère a dit, mais ça doit être fait dans l'école. Donc, si c'est 2024-2054, donc si nous suivons cours curriculum, gestion du curriculum et en sciences de l'éducation, c'est un cours qui doit servir nous pour un bon petit temps. Mais en plus de ça, il y a une réforme curriculaire qui est en cours dans le ministère. Là. La réforme curriculaire là, est liée au curricula des deux premiers cycles du fondamental. Là, moi, je vais parler de classe première année à sixième année. Et nous connaissons le premier cycle là, il y a 4 classes. C'est première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Deuxième cycle là, il y a 2 classes, cinquième et sixième année. Ça, c'est des bagages que tout étudiant en sciences de l'éducation doit maîtriser. Là, je dis premier cycle, je dis première année à quatrième année. Moi, je dis deuxième cycle, moi, je dis cinquième, sixième année. Moi, je dis troisième cycle, moi, je dis septième, huitième et neuvième année. Ok, donc, je vais parler de une réforme curriculaire qui est en chantier dans le ministère là, pour le programme premier et deuxième cycle là. Même quand vite bon l'idée c'est ça, c'est que le programme premier et deuxième cycle qui est actuel là, il y a 4 nouvelles matières que le ministère a intégrées dans le curriculum. Et bien, le programme premier et deuxième cycle là pas gagné. Et bien, réforme ça, et je suppose qu'il va rajouter 4 matières ça. Et puis, dans la réforme curriculaire
ou bien dans vision 2024-2054 là, quand on passe mais après fait dans le premier deuxième cycle là, dans passé mais ça, vous pouvez l'intégrer anglais avec espagnol dans la classe 5e et 6e année. Là encore, dans le nouveau programme, logiquement, vous devez mettre le programme ça avec les élèves qui sont dans 5e, 6e année en anglais et en espagnol. C'est-à-dire, chantier ça, la travail, et moi j'ai participé dans quelques rencontres et en lien avec les autorités du ministère. Donc, ce n'est pas un chantier campé, c'est une réforme qui doit être faite avant longtemps. Donc, pour ça, je vais présenter nos documents. C'est COC, c'est cadre d'orientation curriculaire du système éducatif haïtien. Donc, moi, je souhaite nous prendre ensemble pour nous lire, même si je n'ai pas de temps fin tout, je ne pas au détail, mais nous allons regarder ensemble les grandes lignes. Voilà, et c'est dans le document ça, moi, et moi, je souhaite nous bailler attention à nous. Ok. Nous allons aller directement dans l'introduction. On regarde dans l'introduction qui ça aussi là. Ok? Là, dans l'introduction, comment vous introduit le document? D'abord, comment on fait allez. Ok. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle développe depuis plusieurs années des plans de refondation. Pour l'instant, nous entendons que le curriculum, ce n'est pas un cours qui est à l'école. D'accord? Et pas un cours qui est à l'école, le monde qui a une blague là-dedans, qui a parlé de bonne cause théorique là-dedans, mais c'est un cours qui est très pratique. Et je souhaite nous collaborer avec dans ce sens-là. Là, nous avons une phase théorique, mais nous allons passer dans la phase pratique des deux. Ok. On dit que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle développe depuis plusieurs années, des plans de refondation du système éducatif afin d'améliorer tant au niveau de la qualité que celui de l'équité en cherchant des solutions pérennes pour assurer la réussite de tous les enfants, les adolescents et les jeunes d'Haïti et leur contribution au progrès de leur pays. Le constat récurrent d'une crise du système éducatif haïtien est indiscutable. Déjà, en 1979, dans son discours du 23 avril, le secrétaire d'État à l'éducation déclarait « Notre système éducatif dans sa globalité n'est nullement adapté et ne nous permet pas de résoudre nos problèmes de développement. » Depuis 1979, mais qui approche au secrétaire d'État de fait. Ça, c'est un bagage qui nous mesurer. Il dit notre système éducatif, dans sa globalité, n'est nullement adapté et ne nous permet pas de résoudre nos problèmes de développement. Ça veut dire Haïti qui n'a étalé là, secrétaire d'État questionner le système éducatif. Le système éducatif que nous gagnons et là-dedans nous accusé. Élitiste et négligent de ces faits, alors on va continuer avec ce que dirait le secrétaire d'État. Élitiste et négligent de ces faits, les différences individuelles. Il ne profite qu'à une minorité qui trop souvent, hélas, abandonne le pays. Il dit moun qui profite des systèmes éducatifs ça ou pas même en pile et les moun ça au fin tirer profit des systèmes non yo tout quitter pays à aller l'autre côté. Ça c'est approche au secrétaire d'État qui fait en 1979. Parmi les nombreuses difficultés mises en évidence, signalons tout particulièrement les curriculums surabondants et inadéquats qui manquent de visée et de directives pour leur exécution. Une méthode pédagogique centrée sur la mémorisation
sans interaction significative, un comportement trop autoritaire de la part des enseignants qui induit une réceptivité passive chez les élèves, un processus de sélection trop strict à l'échelon fondamental ou bien primaire, des barrières linguistiques considérables pour la majorité des élèves qui entament leur parcours scolaire sans prérequis en français et l'absence d'évaluation et de surveillance des réformes implantées dans le système éducatif. Pour répondre à ces difficultés, en 1982, le ministre de l'Éducation, Joseph C. Bernat, engage une réforme, dite réforme Bernat, qui modifie profondément le système éducatif haïtien. En effet, ce texte d'une modernité rare établit des principes qui s'imposent aujourd'hui dans tous les pays. Essayons d'enchaîner. Alors, mesurez pour moi réforme Bernat là, qui était instituée en 1982. Et en passant, il faut m'attirer attention sur ça, pour me dire nous tout, Bernat a proposé programme premier deuxième cycle depuis 1982. C'est le même programme Bernat qui l'agit aujourd'hui en 2026. Vous comprenez ça veut dire? Il y a un pays qui a un système éducatif fonctionnel. Le programme l'a utilisé est daté 1982. Nous allons calculer combien d'années ça a gagné. Donc, c'est-à-dire, réforme curriculaire là, ou bien réforme curriculaire là, les fondamentales et les obligatoires. On continue avec la même réflexion. Ça. Alors, si nous tournons dans le même, ma dernière phrase là, il dit en effet, ce texte d'une modernité rare établit des principes qui s'imposent aujourd'hui dans tous les pays. L'abandon d'une école primaire de 6 ans pour un socle d'apprentissage commun plus large de 10 ans, constituant le fondement éducatif de la société. L'abandon d'une pédagogie magistrale reposant sur une mémorisation excessive pour s'orienter vers des pédagogies actives plus mobilisatrices pour les élèves. La valorisation de la langue créole en lui conférant le statut de langue d'enseignement. Il y a nous là qui suivre pour avec comprendre ça m'a présenté dans le sens que moi fait 6e année en 89, 88-89 si je ne me trompe pas. Et m'a songé c'est période de tape expérimenté 6e année comme examen officiel. Parce que avant, il était qu'on fait examen dans la salle de classe, genre que et je dis à vous faire. Pendant le ministère était venu, il était éliminé l'examen 6e année comme examen officiel. Mais avant, tout le monde travaille dans Jean Ouvré. Dans Jean Ouvré, côté que il te mettait paquet sur lecture, écriture, mathématiques. Mais pas de sciences sociales en soi, pas de sciences expérimentales en soi. Essayez de comprendre. Mais Bernat qui t'a remarqué que pas de bonne éducation nationale et pour résoudre le problème, ça il dit que nous avons proposé un programme pour classe premier deuxième cycle là. Et il était proposé pour troisième cycle tout, mais il a fait une réforme dans le troisième cycle là. Mais le fait que la réforme en fait, il est adapté avec le moment, il est actuel, il est d'actualité, il est publié déjà, et je vais le partager avec nous. Et que là, il n'a pas présenté le tout, lui-même n'est pas problématique pour l'instant. Parce que le programme troisième cycle là, on fait mise à jour là-dedans, déjà, il est adapté avec la réalité du moment. Mais premier deuxième cycle là, il était problématique jusqu'à date, donc parce que c'est même réforme Bernat là, c'est même programme Bernat qui est proposé en 1982, excusez-moi, c'est même lui-même qui l'a choisi
avec force et faiblesse qu'elle gagnait que nous devons toucher aujourd'hui. Alors, dans le prolongement de cette réforme, plusieurs révisions du curriculum ont été entreprises. La conception de programmes par objectif dans les années 1990 pour le fondamental, la mise en place d'un troisième cycle de 3 ans, la révision des programmes du secondaire de 2007 à 2015, et enfin, l'élaboration de la politique de la petite enfance suivie d'une réforme de l'éducation préscolaire. Je dis encore, l'éducation préscolaire, il y a pas pour j'arrête en matière de curriculum, bien que il y a un échantillon de curriculum que nous allons partager avec nous, mais qui peut finaliser, mais quand même, on va partager et puis on va chercher à comprendre. Toutefois, ces tentatives de changement n'ont jamais atteint l'ensemble des objectifs qu'elles se fixaient. Aujourd'hui, il est urgent d'assurer la cohérence du curriculum haïtien, c'est-à-dire des contenus et des modalités d'enseignement et d'évaluation, tout en prenant en compte l'évolution scientifique et technologique. Donc, une vision à long terme est nécessaire. C'est le sens du choix d'une date symbolique susceptible de susciter l'adhésion de tous à ce projet. Donc, la perspective du 250e anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïti en 2054 s'est imposée. On a dit en 2054, le pays a fêté 250e indépendance. Eh bien, il a écrit un document pour dire qui côté système éducatif la doué sorti de 2024 à 2054. Donc, c'est vision ça que m'a présenté nous là. Donc, elle favorisera un renouveau des idéaux patriotiques et une reconnaissance des valeurs fondatrices de la République. Donc, si une transformation de l'ensemble du système éducatif est nécessaire, la priorité est à la révision du curriculum. Donc, si je parle de transformation ensemble du système éducatif là, eh bien, ça m'a de bail priorité. Ça a de bail priorité, selon les gens qui ont réfléchi sur ce document ça. Je dis c'est réviser pour réviser le curriculum. Donc, il est essentiel qu'il réponde mieux aux besoins et aux attentes de la nation. Donc, la première étape de la transformation passe par l'élaboration d'un cadre d'orientation curriculaire. Et ce cadre, ça m'a présenté nous là, que le ministère a déjà publié. Eh bien, document ça, il dit, mais qui ça doit présenter dans la salle de classe en matière de contenu, en matière de curriculum, mais ça doit présenter allant de la première année à secondaire 4. Document qui rassemble et synthétise les grandes orientations du système éducatif et qui en reflète les besoins, les attentes et les valeurs spécifiques. Donc, il est le texte de référence à partir duquel sont définies les intentions, les stratégies et les mises en œuvre de la nouvelle étape de cette réforme. Donc, ce document s'adresse non seulement aux professionnels de l'enseignement, mais aussi à tous les citoyens qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans l'éducation. Donc, sa réalisation s'est appuyée sur les travaux d'ateliers régionaux rassemblant des partenaires du secteur éducatif ainsi que des représentants de la société civile et politique. Donc, cette implication de tous les acteurs a été déterminante car elle a permis de prendre en compte la diversité des attentes et les réalités de notre pays. Donc, le présent document comporte 2 grandes parties. La première présente les fondements du curriculum. Ouais. Donc, ça veut dire là, nous-mêmes qui suivons le cours de gestion du curriculum, il faut qu'on ait fondement curriculum. Donc, document ça prend une bonne idée sur les fondements du curriculum. Ça veut dire, si je dis curriculum, qui ça doit gagner là-dedans? La seconde précise les éléments qui composent et les exigences auxquelles ils doivent répondre. Donc, dans le document, ça a un fondement curriculum, donc curriculum qui ça là-dedans. Et puis, deuxième partie, après éléments
qui ça doit gagner dans un curriculum et puis qui exigence un curriculum li fait et à qui exigence pour le répondre. Voilà pour l'introduction du document intitulé curriculum. Alors, on continue avec réflexion yo. On continue avec réflexion là. Moi t'ai présenté introduction COCA, c'est cadre d'orientation curriculaire là. Pour nous voir exactement pour qui ça de présenter document ça. Quand il y a un fondement curriculum là. Qu'est-ce que curriculum? D'après le ministère. Donc le cadre d'orientation curriculaire COC est le document de référence qui sert de ligne directrice à l'élaboration des éléments constituant le curriculum ainsi qu'aux conditions de sa mise en œuvre. Il donne sa cohérence et son sens aux réformes curriculaires à partir des questions fondamentales. Ouais? Et qui question fondamentale? Donc, depuis le curriculum qui est élaboré, et bien, il y a un ensemble de questions que le curriculum doit répondre à lui. Qui question oui? C'est quelle formation? Eh bien, il faut comprendre quelle formation que vous voulez offrir à la nation. Pour quel citoyen? Quel type de citoyen que nous voulons l'école la préparer? Et pour quelle société? Et qui société nous voulons? Avec quelles ressources? Avec des gens qui ont fait l'école là, qui nous doyer? Eh bien, les réponses à ces questions constituent le fondement de la production ou de la consolidation des éléments du curriculum. Donc, tout curriculum doit répondre à la question ça. C'est quelle formation? Formation à là, il faut que la formation fondée sur des bases scientifiques. Pour quel citoyen? Eh bien, il faut viser qui citoyen. Et dans le curriculum que nous allons interpréter peut-être demain, on a commencé avec l'interprétation, il dit que l'éducation haïtienne vise à préparer des hommes citoyens, producteurs, responsables. Un bon homme, citoyen, producteur, responsable. Et bien pour nous décortiquer qui ça gagne dans chaque thème, et puis il faut former un mot composé comme ça. Homme, citoyen, producteur. Moi-même, m'ajouter responsable. Et bien là, produit système éducatif là doit préparer le monde. Il doit préparer citoyen et citoyen qui a produit. Produit pour le développement du pays. Quand il y a question de me poser, est-ce que le système éducatif nous a préparé des producteurs? En réalité, pour qu'on réponde à la question ça, on nous fait mise en contexte pour toujours, pour nous bien cerner qui ça a un curriculum lié. Donc, le cadre d'orientation curriculaire rassemble et synthétise dans un contexte d'orientation du curriculum l'ensemble des documents traditionnellement dispensés, traditionnellement dispersés. Donc, les choix du MENFP présentés dans ce document déterminent donc le curriculum qui sera développé dans l'ensemble du système éducatif haïtien. Ça veut dire, là, montrer à travers celui-ci les apprentissages qui seront réalisés par les élèves. Voilà, dans le cadre de mais qui curriculum qui doit présenter dans le pays. Ainsi, le cadre d'orientation curriculaire présente une première réponse appropriée aux défis plus complexes et plus larges que l'école doit affronter. Il fournit un outil concret et opératoire dont la mission est de guider la préparation des différentes phases de la réforme éducative, de la planification et d'opérationnaliser les attendus sociaux d'une école de la réussite. Donc, il doit être traduit en une stratégie nationale de mise en œuvre avec des indicateurs permettant un suivi régulier pour s'assurer que sa réalisation est effective et efficace. Donc, il est aussi destiné à être partagé et pris en charge par tous ceux qui ont la responsabilité de la qualité de l'enseignement. Les enseignants avant tout,
mais aussi les concepteurs des programmes et des ressources pédagogiques, les formateurs et l'ensemble des cadres qui accomplissent ou bien qui accompagnent les enseignants. Donc voilà, et pour vous donner une idée du cadre d'orientation curriculaire. Donc ça, moi, je vais présenter là, moi, je vais présenter qui ça, mon curriculum d'après le ministère. Et l'année avancée, nous pourrons ouais, exactement, nous pourrons proposer une définition qui est plus ou moins claire. Maintenant, essayons de voir les finalités. Les finalités, c'est-à-dire quel citoyen pour quelle société. Curriculum que le ministère prévoit, c'est qui finalité, qui citoyen il veut préparer et quel type de société qu'il veut préparer. On répond à la première question ça. Un curriculum pour quelle société? La première finalité du système éducatif est de former les citoyens haïtiens. Mais nous n'avons pas besoin d'étonner, on va partager avec nous un document qui définir finalité, but, objectif, etc. Nous n'avons pas besoin. On va partager le document ça avec nous. Et plus tard ou bien demain, si c'est fait. Nous n'avons pas besoin d'étonner. Il y a des définitions, je ne vais pas parler de eux, mais je vais partager avec nous pour nous capables d'avoir une idée sur eux, même pendant nous allons faire recherche pour approfondir la connaissance. Alors, la première finalité du système éducatif est de former le citoyen haïtien. La définition des finalités à partir desquelles se constitue le curriculum a fait l'objet de travail approfondi au cours des ateliers régionaux. Donc, de l'ensemble des ateliers, on ressort les idées forces qui décrivent Haïti comme une nation émergente, solidaire et équitable, à la pointe des avancées technologiques et du développement durable. Dans cette Haïti de 2054, l'ensemble de la population participe activement à la mise en place d'un environnement sain, de sécurité et de justice. Elle dispose et appuie des services de santé et d'éducation dont la qualité est satisfaisante dans tout le pays. C'est ça, on dit. Deuxièmement, qui ça dit? Une société régie par des valeurs fortes. Vous voulez à ce que l'école là prépare les gens qui ont des valeurs. Prépare les gens qui prennent en compte les valeurs et dans le curriculum ça l'État veut aménager ou bien améliorer ou bien réformater ou bien réformer. Vous présentez un ensemble de valeurs. Ok, une société régie par des valeurs fortes. Donc, les résultats des consultations préalables à l'élaboration de ce document mettent en exergue un ensemble de valeurs clés déterminantes pour notre société. Donc, dans la réflexion que messieurs a fait pour question curriculum, il dit qu'il y a une série de valeurs que vous considérez comme valeurs clés et que l'école, là, curriculum, doit prévoir et tout enseignant doit présenter à Timounio. Valeur ça yo doit non seulement enseignant yo et valeur ça yo enseignant yo doit communiquer enseigner yo à élèves. Et quelles sont ces valeurs? L'amour du travail, la compétitivité, la créativité, la culture scientifique et le sens critique, la discipline, l'équité, l'honnêteté et l'intégrité. Et non, pas interrompre moi qui te me fait exposer ou appeler mais après ça m'a pas parler, d'accord? Un petit moment. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est gros souci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Si vous m'entendez, laissez-moi faire l'exposé et après je vous donnerai le micro, d'accord? Vous aurez un temps de parole, patientez. D'accord? Patientez. Si vous m'entendez bien, laissez-moi continuer avec l'exposé. Et après, je vous passe le micro. Oui. Parmi les valeurs clés
proposés par le ministère, on mentionne l'amour du travail, la compétitivité, la créativité, la culture scientifique et le sens critique, la discipline, l'équité, l'honnêteté et l'intégrité, l'inclusion, le vivre ensemble, l'innovation et l'esprit d'initiative, la justice, ok? La justice, la non-violence, le sens de la patrie, la valorisation des richesses locales, l'entrepreneuriat, l'esprit communautaire, la solidarité et la tolérance. Mais ça, ministère considéré comme valeur clé qui doit être présent dans le curriculum et qui doit être présent dans l'enseignant et que l'enseignant doit enseigner de présenter à l'élève dans la classe. Maintenant, que dit le COC? Eh bien, le ministère a dit que si toutes ces valeurs ont leur place dans la formation du citoyen haïtien, 7 d'entre elles sont considérées comme fondamentales et doivent faire partie intégrante des programmes développés et être présentes de manière transversale. Eh bien, le ministère a dit, si nous présentons toutes valeurs comme valeurs clés, il y a 7 qui sont considérées comme valeurs fondamentales qui doivent être présentes dans tout programme qui fait dans l'éducation dans le pays. Et ils doivent développer dans la salle de classe de manière transversale, quel que soit cours professeur à faire, que les mathématiques, que l'anglais, que l'espagnol, que les sciences sociales, il faut cette valeur ça enseigner, quel que soit professeur. Eh bien, valeur ça est considérée comme valeur fondamentale. Et quelles sont les 7 valeurs fondamentales à enseigner dans les écoles? La première valeur, le respect, la solidarité, la tolérance, l'honnêteté, l'équité, le patriotisme, l'engagement. Et bien, c'est cette valeur que le ministère a considéré comme valeur fondamentale. Et cette valeur doit présenter dans l'enseignant et cette valeur doit enseigner dans l'école. Donc, l'éducation doit permettre aux élèves d'exercer ces valeurs dans le quotidien de leur classe et de leur établissement pour ensuite les porter dans toutes les dimensions de leur vie personnelle, professionnelle et sociale. Donc voilà pour une première partie de mon exposé. Donc vous avez voulu prendre la parole. Alors comme je viens de vous dire, eh bien, la réforme curriculaire souhaite avoir une société régie par des valeurs fortes. Et nous venons de citer les valeurs fortes. Et parmi les valeurs fortes, 7 d'entre elles sont fondamentales, comme le respect, la solidarité, la tolérance, l'honnêteté, l'équité, le patriotisme et l'engagement. Et à part une société régie par des valeurs fortes, eh bien tout curriculum doit aussi présenter une société orientée vers le développement durable et l'innovation technologique. Le ministère voulait à ce que le curriculum qui est utilisé sur le territoire national là, faut que les orienté, faut que les produit une société qui est orientée vers le développement durable et l'innovation technologique. Donc, dès les années 1970, l'ambition d'une école au service du développement du pays est posée. Qui ça a été dit? Ma pris texte ça pour nous. Là, maintenant, page 10, document 4 d'orientation curriculaire, qui a dit préparer dans les prochaines années un système éducatif qui, d'une part, permettra l'insertion de l'enfant haïtien dans son environnement socio-économique et d'autre part, formera à toutes les étapes du système scolaire non seulement le salarié, mais les êtres responsables. Fermez le micro pendant mon exposé.
OK? OK? Et capables de devenir eux-mêmes des accélérateurs du développement économique et social de l'ensemble de leurs concitoyens. Fermez votre micro pour éviter les feedbacks. Merci. L'enseignement aura pour base essentielle Haïti. Entendez? L'enseignement aura pour base essentielle Haïti. Apporter aux futurs citoyens haïtiens la culture telle qu'elle est distribuée dans les pays industrialisés. C'est lui faire perdre conscience de son identité, lui faire acquérir la conscience internationale avant de l'éveiller à la conscience de soi. C'est en faire un extraverti, car la vraie culture n'est pas celle qui rend l'homme étranger à son propre demeure. Néanmoins, 40 ans plus tard, la somme là, c'est 1990. 40 ans plus tard, néanmoins 40 ans plus tard, à quelle réalité cela nous renvoie-t-il? Quels sont les problèmes que nos jeunes générations auront à résoudre? Quelle est l'image positive mondiale que nous voulons projeter pour Haïti? Comment envisager en 2020, en 2026, avec, dans notre horizon de 2054, la projection de l'image d'un pays prospère capable de résoudre efficacement aux catastrophes naturelles et anthropiques et de créer un environnement qui promeut le vivre ensemble, en rupture avec la situation actuelle. Qu'on est à qui ça veut dire? Il dit deux axes s'imposent aujourd'hui. Il y a deux axes qui imposent aujourd'hui. Qui axes il y a deux axes. Depuis que je parlé de curriculum, je parlé d'éducation, je parlé d'enseignement, et bien là, il y a deux axes qui imposent aujourd'hui. Qui deux axes il y a? Et c'est des axes que nous parlons pour nous. Qui des axes il y a? Des axes qui viennent imposer. OK? C'est d'abord le développement durable. Et l'aime du développement durable, c'est celui d'une Haïti verte. Eh bien, si nous avons une intervention que m'a fait dans le curriculum, eh bien, intervention que m'a fait dans la salle de classe, c'est une intervention qui doit consolider une Haïti verte. Et je vais dire tout à l'heure qui c'est Haïti verte là. Donc, deux axes s'imposent aujourd'hui. Le développement durable. Et quand on parle de développement durable pour Haïti, c'est celui d'une Haïti verte. L'innovation technologique. Et parlant de l'innovation technologique, c'est celui d'une Haïti bleue. Donc, dans le cadre pour gestion du curriculum, il faut nous maîtriser les thèmes. Haïti verte, Haïti bleue. Qui ça Haïti verte là? Qui ça Haïti bleu? C'est ça que je vais dire. Ça veut dire que l'école n'a fait aujourd'hui. Sur l'école qui visait en Haïti verte, sur l'école qui visait en Haïti bleu. Qui ça Haïti verte là veut dire qu'il aime bien Haïti verte là. Donc dans le curriculum que m'a bien, dans l'enseignement que m'a fait, qui doit viser Haïti verte là, qui ça Haïti verte. Il s'agit tout d'abord, je vais partager le document avec nous, prenons ça nous pour nous lire. Il s'agit tout d'abord d'envisager une approche verte. Et quand on dit envisager une approche verte, ça veut dire quoi? Une approche basée sur un modèle écologique de protection et de valorisation de l'environnement. Eh bien, approche qu'a faite dans la salle de classe, c'est pas approche qui pour dégrader l'environnement, détruire l'environnement. Faut que nous connaissions valeur environnement et faut qu'on utilise et protéger l'environnement. En effet, l'hypothèse de développement est claire et elle ne peut passer que par le développement durable. Donc le développement d'Haïti doit reposer
sur une préservation de l'héritage de l'humanité sur les plans culturels, environnementaux et artistiques, et surtout la préservation des biens communs. L'aime parler de Haïti verte, moi parler de héritage de l'humanité sur le plan culturel, environnemental, artistique et sur la préservation des biens communs. Qui ça nous considère comme bien commun? L'eau. Il faut de l'eau protégée. Et bien, il faut l'école la montrer comment pour protéger de l'eau, comment pour servir avec de l'eau. Par exemple. OK? Comme de l'eau, par exemple, sont bien communs. Donc, cette approche verte permet également d'envisager, et non pas simplement de rêver, un modèle écologique où le pays peut contribuer, un modèle écologique où le pays peut contribuer à nourrir la Caraïbe avec des produits biologiques respectueux de l'environnement. Eh bien, vision l'école, la vision curriculum, c'est permettre l'école là préparer des élèves, des apprenants qui sont capables de nourrir Caraïbes là à produits biologiques qui respectueux et qui servent de environnement. C'est ça qui Haïti verte là. Deuxième aspect, c'est Haïti bleu. Haïti bleu. Alors, Haïti verte là, il mettait accent sur bien commun, bagaille que tout le monde servi avec, et permettre à ce que l'école là, au modèle économique côté pays capable de contribuer, puis bailler toute Caraïbe la manger, et manger qui respectueux, manger qui nous fait dans terre pas nous. Ça c'est Haïti vert. Haïti bleu. Il s'agit d'envisager une approche bleue. Une approche bleue qui met en valeur cette frontière que constitue la mer, aussi bien dans sa dimension géographique que dans ses dimensions culturelles, touristiques, historiques, scientifiques et économiques. De plus, ce sera le domaine de prédilection pour l'innovation et les technologies dites propres, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement. Donc, les disparités en accès à l'électricité et aux technologies du numérique auxquelles le pays est actuellement confronté doivent représenter des défis pour viser haut et s'élever au niveau des standards internationaux. Aussi, la perspective d'une Haïti bleue ouvre-t-elle vers les technologies de l'information et de la communication, tout en s'engageant dans les technologies liées à la mer et au maritime qui représentent des richesses largement sous-exploitées. Donc, il y a que la mer, qui c'est une grosse source de richesse que Haïti a, c'est l'autre pays qui vient exploiter la mer en nous. Il y a un pays, celle de la mer, ils sont riches, ils ont plein d'argent. Mais nous-mêmes qui sommes exploités, nous ne pouvons pas exploiter rien, la mer pas nous. Eh bien, Haïti bleu n'a pas les. Eh bien, c'est pour l'école la préparer tout le monde pour exploiter la mer et pour la mer capable de source de création de richesses. On continue. En toute complémentarité avec la dynamique d'une Haïti verte, axée sur les richesses du terroir, la vision d'une Haïti bleue renvoie aux technologies et à la protection et à la valorisation de l'espace maritime et du littoral. En reprenant ces idées clés de la réforme Bernard qui sont encore actuelles. Donc ce cadre d'orientation curriculaire offre aujourd'hui une opportunité de donner à la nation la perspective d'une Haïti verte et bleue dans l'horizon 2054
250e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Maintenant, nous allons répondre à la question quels citoyens, les femmes et les hommes d'Haïti en 2054. Avait dit, vision l'école là, n'a travail l'école là, n'a travail pour nous préparer une génération pour 2054. Eh bien, il faut que nous connaissions qui ça ouvre pour 2054 là. Donc, il y a des gens qui devaient même pas parler, et puis après ça, on va continuer avec l'exposé. Maintenant, répondons à la question quels citoyens, les femmes et les hommes d'Haïti en 2054. Pour construire cette Haïti émergente dans une dynamique de solidarité et de développement durable, le système éducatif vise à former un citoyen. Attendez, oui, l'école que nous voulons aujourd'hui, mais qui citoyen qu'il doit préparer pour construire cette Haïti émergente dans une dynamique de solidarité et de développement durable. Le système éducatif vise à former un citoyen, doté d'un sens éthique et d'honnêteté. Ouais? Sens éthique et honnêteté. Je ne peux pas développer, je ne peux pas temps pour me développer chaque thème. Je vais lire seulement. Tolérant et acquis aux valeurs fondamentales de la personne. 2. Former un citoyen responsable et engagé socialement, c'est-à-dire réconcilié avec son milieu, capable de vivre ensemble et acteur du développement de sa communauté. Yo voulez à ce que l'école là préparer des moun qui ka vivre avec moun, de moun qui ka protéger l'environnement côté lié. Parce que bon malheur qui arrive nous côté dans milieu côté nous, c'est nous dégrader milieu, c'est nous préparer milieu même bitouiller nous. Comme on comprend, on regarde pour moun qui nan bon c'est pays qui sale, mais comme nous même nous nan au Cap Haïtien, on regarde paquet de déchets, paquet de fatra dans la rue, qui est-ce qui met? Mais c'est nous qui c'est pas étranger qui vient simer fatra dans le pays, c'est nous. Et fatra ça nous c'est nous qui détruit. C'est nous-mêmes qui l'avons détruit. Ok? Nous connaissons que nous baissons pied bois. Et bien, qui ça nous fait? Nous couper, on ne va pas remplacer. Mais ce n'est pas l'éducation, ça y est. On continue. Vise à former un citoyen créatif et imaginatif, capable d'innover et vecteur de changement positif. Pas de changement positif sans innovation. Pas de changement positif sans création, imagination. Donc l'école doit former un citoyen créatif, un citoyen imaginatif, capable d'innover et vecteur du changement positif. Former un citoyen autonome et capable d'apprendre tout au long de sa vie. Eh bien, il faut que Timoun arrive au niveau, il go côté le rivé, et bien, il a des propres zéli, il a volé les propres zéli. Et éducation même, premier objectif éducation, c'est développer l'autonomie. Il faut que les gens à l'école. Former un citoyen autonome et capable d'apprendre tout au long de sa vie. Former un citoyen cultivé, fier de sa culture et ouvert sur le monde. Former un citoyen entreprenant, performant sur le marché du travail, tant sur le plan national qu'international. Former un citoyen capable d'analyse critique et de résolution des problèmes. Qui ça nous fait? Les gros problèmes, c'est plein nous plein. Même dirigeants plein. Mais les gros problèmes, c'est pas plein pour nous plein, c'est résoudre pour nous résoudre le problème. Non. Capable de protéger activement son environnement et de le faire prospérer. Former un citoyen bien dans son corps, disposant d'une dimension spirituelle tolérante et respectueux
de la laïcité. Donc là, c'est citoyen ça que le système éducatif là doit préparer. Et pour le préparer les citoyens ça, il doit passer par curriculum. Il doit passer par l'école là. Et qui est-ce qui doit faire l'école là? C'est nous. Eh bien, l'école que nous avons fait aujourd'hui, c'est type citoyen ça que l'État a demandé pour nous préparer. Voyons maintenant les missions du système éducatif au service de ses finalités. Qui mission système éducatif là? Les finalités du système permettent d'établir ce qui est attendu de l'école. L'éducation haïtienne est un processus global et harmonieux de formation de l'être humain qui doit considérer tous les aspects de la personnalité. Ouais? L'école là doit tenir compte de tout aspect personnalité moun, ouais? Corporel, émotionnel, intellectuel, et valoriser non seulement les savoirs, mais également les habiletés physiques et manuelles, ainsi que l'intelligence sensible. L'ambition du système éducatif est de procurer à tous indistinctement une formation de base polyvalente et solide afin d'offrir des chances égales et des opportunités de formation spécialisées de différents niveaux conduisant à des possibilités réelles de réussite grâce au développement des aptitudes intellectuelles individuelles. Cette éducation de la personne doit être poursuivie tout au long de sa vie. L'école haïtienne ou bien l'éducation haïtienne s'inspirant d'une philosophie humaniste et pragmatique se veut nationale et s'assure d'affirmer l'identité du citoyen haïtien. Elle doit former des citoyens responsables, acteurs de développement politique, acteurs de développement politique. Avec dire, regardez politique n'a fait aujourd'hui qui résultat le bail. Acteurs de développement politique et moun qui fait politique c'est produit système éducatif nous. Acteurs de développement politique, économique, social et culturel du pays et de leur propre développement. L'école se doit donc de promouvoir l'identité de la culture nationale, promouvoir l'identité et la culture nationale. Elle doit également s'ouvrir aux valeurs universelles. Elle doit également s'ouvrir aux valeurs universelles, régionales, caribéennes et autres cultures, sans renoncer aux valeurs culturelles du pays. Développer la conscience nationale, le sens des responsabilités et l'esprit communautaire par l'intégration de son contenu, des données de la réalité haïtienne, par l'apport de sa contribution à l'amélioration de l'environnement physique et social et au progrès de la vie sociale et économique du pays. Elle constitue un instrument de développement national. Un instrument de développement national. Favoriser la formation des citoyens et de la citoyenne capables d'améliorer en permanence les conditions physiques naturelles et de contribuer au bien-être de sa communauté. Développer chez les élèves les savoirs et les compétences professionnelles dont ils ont besoin pour participer au mieux de la société et à son économie au sens large, tout en adhérant à des valeurs culturelles, morales et spirituelles communes. L'école doit enfin permettre que les compétences acquises par l'élève et l'adulte haïtien soient pratiquement mobilisables dans son quotidien. Le sens de l'innovation et la créativité, l'esprit d'initiative
l'adaptabilité sont valorisées à toutes les étapes et tous les niveaux du système. Ils sont appliqués de la communauté dans un esprit de solidarité. Et maintenant, nous allons parler concernant des exigences fortes. Quelles sont les exigences fortes du curriculum appliqué en Haïti? Maintenant, parlons des exigences fortes. Les valeurs et les ambitions affirmées à travers les finalités du curriculum imposent la prise en compte d'un certain nombre d'attentes fortes qui doivent infléchir l'organisation des enseignements, la conception des contenus, la pratique des enseignants ou encore les principes de la vie et de l'activité de la communauté scolaire. Première exigence forte, c'est l'éducation inclusive. Dans l'optique du droit à l'éducation pour tous, la dynamique d'une révision curriculaire prend en considération la richesse de tous les individus. Lorsqu'il est question d'éducation inclusive, il ne s'agit pas uniquement de traiter les défis liés aux personnes en situation de handicap, mais de prendre en compte les enfants à besoins éducatifs particuliers dans leur ensemble et leur pluralité. Tous les membres de la communauté éducative doivent se sentir en sécurité et être acceptés sans distinction de sexe, de religion ou d'appartenance sociale ou de différence dans l'accès aux compétences. Donc chaque enfant est important et est un potentiel de richesse pour sa communauté et pour la nation. Il est digne d'être pris en compte aussi bien dans ses forces que dans ses faiblesses. Donc l'inclusion dans l'école ordinaire est un moyen de donner à chacun une juste place dans la société. Moi, parle tout deuxième élément, ça que nous considérons comme des exigences fortes, c'est l'éducation inclusive, m'invitez-nous à les documents, l'équité, exigence forte, l'innovation, la protection de l'environnement. Maintenant, il y a aussi le rôle des parents et des communautés, ce sont des exigences fortes. L'intégrité des savoirs locaux, ce sont des exigences fortes. Maintenant, il y a aussi le principe de non-violence. Maintenant, quels sont les principes de la conception d'un curriculum? Si je prévois un curriculum, qui principe que je dois mettre en phase sur lui? La démarche curriculaire, donc ce cadre d'orientation, donc les sous-titres c'est démarche curriculaire. Le cadre d'orientation curriculaire précise donc un ensemble d'orientations qui, combinées entre elles, constituent le guide stratégique du système éducatif haïtien. Est-ce que ça peut y aller? Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Est-ce que ça va? D'accord, merci. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et je parle concernant la démarche curriculaire. Ce cadre d'orientation curriculaire précise donc un ensemble d'orientations qui, combinées entre elles, constituent le guide stratégique du système éducatif haïtien. Il permet de s'assurer que les programmes d'études sont construits en une succession d'étapes articulées et en toute cohérence avec ces orientations. À cette fin, la démarche suivante a été adoptée. Mes démarches curriculum.
les principes de la conception du curriculum. On regarde. Si je vais gérer le curriculum, il faut me comprendre comment le curriculum monte. Ok? On regarde ça. C'est d'abord poser et expliquer les finalités qui orientent le curriculum. La finalité d'une action est le pourquoi, le sens, par opposition à son comment, au mécanisme ou fonctionnement qu'elle met en jeu. Donc le point de départ est donc bien de rappeler ce que vise la société haïtienne à travers son système éducatif et l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire, quel citoyen pour quelle société. Il faut que le curriculum réponde à ça. Deuxième principe, définir l'organisation du cursus. Donc les grandes étapes et les parcours possibles qui vont structurer le curriculum au service de ses finalités. Et bien, finalité, ce sont les grandes orientations définies par le pouvoir politique. Ces grandes autorités qui ont finalité. Et bien, finalité, ça, il faut que vous diviser en des objectifs généraux. Objectifs généraux, ou bien des buts et objectifs généraux. Et puis après, qui pourra diviser en des objectifs spécifiques, qui pourra transformer en objectifs opérationnels, objectifs intermédiaires. Donc, je vais parler au détail de tout thème ça, je vais besoin de partager avec nous. Et pour nous différencier. Donc là, on a parlé de principe curriculum. Deuxième principe, moi, c'est définir l'organisation du cursus, les grandes étapes et les parcours possibles qui vont structurer le curriculum au service de ses finalités. Troisièmement, élaborer les profils de sortie de chaque segment de formation, c'est-à-dire ce que tous les élèves doivent avoir acquis au terme de chaque étape. Et bien, ça fait, là, nous allons interpréter le programme, nous parlons que chaque matière, matière ou discipline, est divisé en des thèmes. Et vous parlez chaque thème, vous gagnez ou des objectifs généraux. Ça veut dire, il parle de objectifs généraux là, c'est ça, il va le maîtriser après année dans le thème. Eh bien, objectif général là, ça, il va le maîtriser pendant l'année dans le thème. Eh bien, il va diviser en objectifs spécifiques. Objectif spécifique là, c'est ça, élève là de maîtriser après chaque séance. Et là encore, objectif spécifique là, capable de diviser en objectif opérationnel. Qui l'aime pour le objectif opérationnel là, eh bien, objectif opérationnel là, c'est ça qui est enseigné réellement dans la salle de classe là. Ça, c'est objectif opérationnel. Eh bien, l'aime dire ça qui est enseigné réellement dans la salle de classe là, moi je veux dire ça, moi je veux dire que c'est ça. Par exemple, un enseignant pour fixer un objectif ou bien un programme détaillé, il y a un objectif qui est trop vaste, qui est trop large, qui n'est pas qu'à enseigner dans une séance. Et bon, diviser l'objectif là en plusieurs séances. Et bien chaque séance ça il y a un objectif. Et l'objectif, ça qui divisé, c'est l'objectif opérationnel. On a tourné dans ça. On a continué. L'autre élément, c'est préciser la distribution des contenus entre les domaines d'apprentissage ainsi que la part d'interdisciplinarité. Eh bien, pour chaque objectif spécifique, il faut former un ensemble d'éléments de contenu. Et bien, il faut que le curriculum présente ça tout. Envisager les ressources et les matériels nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes. Et bien, il faut que vous dites enseignants, il faut faire suggestion d'activité. Pour dire dans suggestion d'activité, mais ensemble de programmes, mais ensemble de matériel qu'il doit mobiliser pour faire les sons. Curriculum doit présenter ça tout. Envisager les ressources et les matériels, ça me dit concevoir les modalités de l'évaluation des apprentissages et de certification. Et bien, curriculum, il doit proposer
un échantillon d'évaluation pour 10 professeurs. L'on fin présenter tout ça à élèves, mais une suggestion que nous faisons pour capable évaluer est-ce que les leçons là t'es passé, est-ce que les élèves te comprennent. Ça doit dans un curriculum. Préciser ce qui est attendu des enseignants dans la mise en œuvre de ce curriculum et l'évolution nécessaire de leur rôle et de leur formation. Définir la responsabilité des formateurs et de l'encadrement pédagogique au service de l'évolution attendue des enseignants. La question du temps, ok? La question du temps d'apprentissage, enseignant, élève, directeur. Eh bien, on va voir, vous proposez un plan d'études. Dans le plan d'études, vous proposez, vous dit matière, mais combien de temps pour matière enseigner dans chaque niveau? Nous parlons de ça, je pense demain ou après-demain. Dans le plan d'études, là, sur tableau, vous présentez, vous dit, pour français, mais combien de temps il doit enseigner dans la première année, mais combien de temps il doit enseigner dans la deuxième, dans la neuvième année, dans la huitième année. Donc là, c'est plan d'études. Et plan d'études ça que vous proposez à tout, c'est lui qui permettre directeur ou bien enseignant, directeur ou bien enseignant, ça parle dépendre de quel niveau. Premier, deuxième cycle, eh bien, professeur est capable de préparer l'emploi du temps, mais directeur après valider l'emploi du temps, et c'est là, directeur après valider, mais comment directeur après valider l'emploi du temps, c'est au regard du plan d'études proposé par le ministère. Eh bien, comment la va le faire? Eh bien, dans le plan d'études là, et matière divisée en des thèmes, et que dans le plan d'études là, il dit combien de temps chaque thème doit enseigner. Eh bien, le directeur va regarder dans l'emploi du temps que le professeur a préparé, est-ce que quantité de temps il dit pour enseigner chaque thème, est-ce qu'il respecte le temps ça? Quantité de temps il demande pour matière enseigner, est-ce qu'il respecte quantité de temps ça? Donc là, c'est le plan d'études là qui présente ça, et ça nous présente dans le programme. Enchaînons avec le choix d'une approche par compétence. Je dis à ministère, mettez accent sur l'approche par compétence. Il mettait accent sur l'approche par compétence. Pour qui ça, le ministère met accent sur ça. Et c'est ça fait travail que nous faire lié avec ça. C'est une façon pour que nous permettre que nous allons faire des recherches pour nous mieux comprendre l'approche par compétence là. La volonté de rompre avec une conception de l'enseignement fondée sur la transmission de contenu a conduit à s'engager dans une approche centrée sur l'élève et l'acquisition effective par celui-ci des compétences attendues au terme de sa formation. Yo parlé des approches par compétences, le ministère a fait choix ça et c'est lui prôné pour enseignement comme approche dans ce système éducatif là. Et bien c'est parce que vous voulez que élèves là impliqués dans l'enseignement apprentissage là. C'est élèves là qui doit construire savoir li. Et bien je dis à yo parle les enseignants transmetteurs de savoir encore, mais yo plus relève facilitateur, yo relève accompagnateur, yo relève enseignant guide. Mais yo pas dit enseignant transmetteur de savoir encore. Parce qu'on pas qu'on savoir transmettre en réalité, parce que longtemps yo te considéré élève pour son tonneau vide, pour son vase soit plein, mais je dis avec approche par compétence là, yo tenu compte de qui ça élève là connaît et on doit partir du connu vers l'inconnu. Et ces élèves là doivent découvrir propre savoir la notion enseignant veut présenter à élève là, il doit mettre élève là dans une situation d'enseignement apprentissage. Donc c'est élève là qui doit construire savoir li, mettre là pas rien pour l'imposer à élève là. Donc cette approche par compétence adoptée dans de nombreux pays vise prioritairement à rendre l'élève capable d'assumer efficacement
toutes les situations auxquelles il sera confronté dans sa vie d'homme ou de femme, dans l'exercice de sa citoyenneté et dans son travail. On peut définir une compétence comme, écoutez bien, on peut définir une compétence comme la capacité à mobiliser et à exploiter des ressources internes telles que les connaissances, les aptitudes et les attitudes, ainsi que des ressources externes afin de répondre efficacement aux problèmes posés dans un ensemble de situations. Alors, ce choix impose d'abord de préciser très clairement les compétences visées, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires à la sortie du système éducatif. Ça veut dire, les petits gens qui fait secondaire 4, ou dit mes compétences que l'on a, compétences à définir dans le cours, puis d'organiser les apprentissages pour que l'élève s'empare effectivement de ses compétences. Pour cela, il ne s'agit pas de décomposer chaque compétence en la considérant comme une somme de savoir, de savoir-faire et d'attitude, mais plutôt de confronter l'élève. Regardez, oui, écoutez, confronter l'élève à des situations impliquant la compétence visée et permettant graduellement son développement. C'est mettre l'élève là face à la situation d'apprentissage là pour l'élève là même lui découvrir connaissance qu'il doit acquérir. Impliquer l'élève là, il doit acteur principal de son enseignement-apprentissage. Donc c'est l'élève qui doit construire son savoir. Il doit être au centre de son enseignement-apprentissage. Et c'est là où on parle des questions constructivisme, socio-constructivisme, et que nous-mêmes nous sommes capables d'approfondir connaissance sur ça. L'élève est au centre de cette démarche. L'élève est au centre de cette démarche et il est constamment actif. L'élève doit être impliqué, constamment actif. Ok? L'élève est au centre de cette démarche et il est constamment actif. Il doit être en mesure de comprendre la situation qui lui est proposée, de concevoir la réponse la mieux appropriée, de mobiliser les ressources nécessaires, éventuellement d'acquérir celles qui lui font défaut, de les exploiter dans la mise en œuvre de sa réponse et d'évaluer la pertinence et l'efficacité de son activité. Donc l'approche par compétence induit donc une triple rupture. L'approche par compétence induit une triple rupture. Quelles sont ces ruptures? 1. Dans la conception des programmes, ils ne sont plus conçus comme une liste de connaissances à acquérir, ni même d'objectifs détaillés, mais organisés en fonction des compétences ciblées à chaque étape. Ils doivent définir précisément pour chaque compétence les situations auxquelles l'élève doit être confronté progressivement et un ensemble cohérent de ressources dont il doit disposer pour répondre à celle-ci. Deuxième rupture, dans la posture de l'enseignant, il n'est plus celui qui transmet. Ouais, enseignant va transmettre des savoirs encore. Il n'est plus celui qui transmet frontalement un savoir théorique, mais c'est lui qui met en place des situations d'apprentissage. Est-ce là? Et on dit le vrai pédagogue, c'est celui qui sait créer des situations d'apprentissage. Si vous n'avez pas créer des situations d'apprentissage, vous n'êtes pas pédagogue. Donc, ou là dans la salle de classe, c'est pour mettre l'élève là en situation pour lui apprendre. C'est responsabilité ça qui est bon comme enseignant. Ok, je reprends. Dans la posture de l'enseignant, il n'est plus celui qui transmet frontalement un savoir théorique, mais c'est lui qui met en place
les situations d'apprentissage qui facilitent la mobilisation des ressources nécessaires, qui encouragent l'élève et qui lui apportent des appuis indispensables. Troisième rupture, dans la modalité d'évaluation. Il s'agit de passer d'une évaluation exclusivement sommative et conduisant à une notation globale, à une évaluation référée aux compétences visées. Donc ça veut dire, évaluation qu'a faite Joudia dans la salle de classe, son évaluation qu'a faite de manière formative, et bien qui fait de manière graduelle, et évaluation li faite en fonction des compétences qui ont été visées pour apprenant gagner après une faire séance, après une faire leçon. Étroitement relié au processus d'apprentissage et impliquant l'élève lui-même. Donc, il faut que l'élève lui-même soit impliqué dans sa propre évaluation. Alors, l'approche par compétence n'exclut évidemment pas l'acquisition de connaissances. Non. Que bagay ti moun nan dou connaît, c'est sûr. En revanche, elle intègre celui-ci dans le processus de développement des compétences. L'élève construit ses connaissances à travers des situations d'apprentissage dans lesquelles il est impliqué. Il faut aussi souligner l'importance des interactions sociales dans ce processus. Donc l'élève apprend dans un espace collectif où les relations entre les pairs sont déterminantes. Parce que je dis, le ministère met un peu l'accent sur l'apprentissage par les pairs. Donc, il faut faire équipe de travail, il faut faire groupe de travail, il faut mettre groupe de discussion, permettre les élèves affronter l'idée et puis pour qu'ils tirent conclusion. Donc, l'enseignant doit préparer et conduire les activités en favorisant les interactions et en les considérant comme des leviers pour les apprentissages. Mais il y a aussi la continuité et changement. Mais avant de passer dans la continuité et changement, moi je voulais bailler un petit temps pour nous continuer à réagir. Et puis après ça, si nous continuer, je m'appelle. Je pense que c'est le moment pour que je baille le micro à nous. Moi je suis content d'exposer, mais il faut me donner un petit temps pour nous capable de parler pour l'instant. Voilà. D'accord. Bonsoir, bonsoir.